Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ouverture ce lundi à Alger des travaux de la 5e session du Forum d'affaires algéro-sud-coréen sous la coprésidence du Premier ministre Ahmadou Yahia et de son homologue sud-coréen. Dans l'actualité également, ouverture hier dimanche à El Oued de la 2e édition du Salon international pour l'investissement et l'exportation des produits agroalimentaires du Sud. On prendra de la profondeur dans ce journal pour accompagner les équipes de plongeurs spécialisés du CNRA qui ont entamé des fouilles à la recherche d'éventuels vestiges susceptibles d'être valorisés et protégés. 7 sites ont été identifiés jusqu'à présent. Bienvenue à tous. Les travaux de la 5e session du Forum d'affaires algéro-sud-coréen ont débuté ce lundi à Alger sous la coprésidence du Premier ministre Ahmadou Yahia et de son homologue sud-coréen Lee Nak-yon en visite officielle en Algérie. Cette visite de 3 jours du Premier ministre sud-coréen s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la République de Corée. Je vous invite à écouter les deux ministres. L'Algérie, sous la haute gouvernance de son Excellence le président Abdelaziz Bouteflika, a réalisé durant ces 20 dernières années de multiples réussites et des acquis dans tous les domaines. Vous êtes aujourd'hui dans le continent africain, le nord du continent, dans un pays qui se distingue par sa stabilité, même si nous nous situons au milieu de crises et de conflits civils et sanguinaires. Vous êtes dans un pays qui a connu et connaîtra un envol économique important dont je vous ai cité certains indicateurs. Vous êtes dans un pays prometteur, dans cet espace qui est le nord de l'Afrique, au sein du Maghreb arabe et à la croisée des chemins entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Et comme l'a déclaré le Premier ministre de la République de Corée, vous êtes sur le point de conclure un partenariat gagnant-gagnant. Et au nom de l'État algérien, je partage les propositions et les orientations de Monsieur le Premier ministre Lee. Nous sommes prêts à concrétiser la volonté des dirigeants de nos deux pays dans le but de promouvoir les relations bilatérales et de renforcer la coopération dans divers domaines, à l'instar de l'industrie et de l'échange de technologies, avec le développement des connaissances dans le domaine de l'électronique, entre autres domaines. En Corée, nous sommes résolus à développer la coopération et le partenariat économique avec l'Algérie, car nous la considérons comme un partenaire essentiel et stratégique dont nous ne pouvons nous passer, eu égard au développement que connaît ce pays et la stabilité à tous les niveaux. Et en marge de ce 5e forum d'affaires algéro-sud-coréen, un pacte d'association a été signé ce matin entre l'entreprise algérienne privée Global Group et le groupe sud-coréen Hyundai Motor Company pour la réalisation d'une usine de construction de camions et de bus à Batna permettant d'ouvrir 4000 postes d'emploi. Le pacte d'association a été signé par le PDG de Global Group, Hassan Arbaoui, et le représentant de Hyundai Motor Company, Donu Choi. Dans l'actualité également, ouverture hier dimanche à El Oued de la 2e édition du Salon international pour l'investissement et l'exportation des produits agroalimentaires du Sud, une édition qui vient répondre à des objectifs de mise en exergue des mécanismes et phases d'exportation des produits agroalimentaires et agroalimentaires. Camélia Mellel. Conclure des contrats, trouver des débouchés ou encore découvrir les dernières innovations dans le domaine agricole et agroalimentaire, voilà ce qui pourrait donner une nouvelle dynamique à ce secteur qui connaît une relance considérable à la faveur de la politique de développement adoptée depuis plusieurs années. Le salon a pour but, entre autres, d'élaborer une stratégie d'exportation des produits locaux vers les marchés étrangers, créer un contact direct entre les opérateurs économiques nationaux et étrangers, mais surtout offrir l'opportunité de conclure des contrats de partenariat et d'exportation.
Ce salon, qui réunit une centaine d'exposants, est une opportunité pour de nombreux participants d'échanger leur expérience, de faire connaître leurs produits et de découvrir les nouveaux équipements et techniques dans le domaine. Le salon est également un espace qui favorise les opportunités d'investissement. Je suis un citoyen algérien qui vit en France, exactement à Paris, et le produit algérien, il est demandé là-bas. Déjà, on a la date algérienne, elle est connue. Et d'après l'agriculture, moi j'ai un partenariat avec un groupe ici. C'est eux qui m'ont appelé pour faire une exposition pour avoir des marchés. Ça nous permettra d'avoir plus d'échanges entre nos deux pays, diversifier ainsi les produits pour pouvoir les exporter. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de donner la solution aux agriculteurs, d'insister sur les qualités de traitement et surtout de permettre de donner un produit qui est commercialisable pour ces acteurs locaux qui ensuite vont aller chercher des débouchés à l'extérieur. C'est un produit local ici à Ouadsouf et nous sommes les premiers producteurs de cacahuètes dans le pays. On s'est mis également dans la production de l'huile d'olive. Nous sommes vraiment prêts maintenant à exporter nos produits, par là même faire connaître notre produit à l'étranger. Cette manifestation économique est également une occasion pour accompagner les entreprises algériennes ainsi que les professionnels dans le processus d'exportation. Il constitue aussi un espace où plusieurs relations de partenariat seront signées. L'Algérienne des eaux met fin au déficit en eau potable enregistré dans 3 villages de la wilaya de Bouira. Nous nous sommes rendus dans le village d'El Mesdour, situé à 60 km du centre de la ville. Un grand soulagement pour les habitants, à condition de pouvoir couvrir les frais d'installation des compteurs d'eau, ce qui n'est visiblement pas à la portée de tous. Les explications de Hassiba Abdallah. Cela fait environ 7 mois depuis que le village de Rchama a été raccordé au réseau d'eau potable. L'eau coule des robinets de la plupart des foyers, apportant ainsi un changement positif au mode de vie des habitants. On louait des camions-citernes à 1000 ou 1200 dinars pour apporter l'eau jusqu'à notre village. L'eau de la citerne est consommée en 2 jours au maximum. Le projet a touché 3 villages, Rchama, El Kharshish et le village de Oulad Annan. Environ 6 ou 7 millions d'habitants ont profité de ce nouveau projet de raccordement au réseau d'eau potable à partir du barrage de Terzdid. La direction d'irrigation a concrétisé ce projet de raccordement au réseau d'eau potable au profit de ces villages. Le coût total, y compris des réseaux de distribution et les adductions, a atteint environ 18 milliards de centimes. Malgré les bienfaits du projet, certains villageois trouvent des difficultés à payer un compteur. Résultat, ils ne sont toujours pas raccordés au réseau d'eau potable. J'aimerais bien avoir mon compteur à moi, mais ma situation financière ne me le permet pas. Ils sont obligés de constituer un dossier et payer leurs abonnements, faute de quoi on est obligé d'arrêter les forages. Avec la réalisation de ce projet, les autorités locales visent à mettre fin aux allers-retours de ces villageois en quête d'eau potable. Nous allons parler ce matin des bienfaits des produits de la ruche. La ruche, une véritable pharmacie. Miel, propolis, pollen, gelée royale et le fameux venin d'abeille largement approuvé à Adrar par les malades qui se font soigner dans une clinique spécialisée dans l'apithérapie, médecine non conventionnelle dont les vertus ont été prouvées. Karim Haïfa. Miel, pollen, propolis, gelée royale, l'abeille n'est pas avare et va jusqu'à donner d'elle-même quand il s'agit de soigner les plus fragiles. C'est alors son venin qui fait office de médicament. Aujourd'hui, la médecine s'intéresse à son action dans le traitement de la sclérose en plaques, mais aussi de pathologies moins graves comme la tendinite ou les affections respiratoires. Une spécialité dans cette clinique de Béchar où la médecine alternative a pris le dessus sur la médecine conventionnelle. يحتوي هذا سم النحل على 40 مادة. 40 مادة هي الكورتيزون. Dans ce venin, on trouve 40 principes actifs à l'instar de la cortisone, de la mélétine ou encore du collagène. Sans oublier 18 antibactériens. Mis à part ses vertus proprement thérapeutiques, ce venin a l'aptitude de reconstitution des cellules du corps.
Une médecine alternative qui a le vent en poupe dans cette région du pays avec des patients qui viennent des quatre coins du pays, voire de l'étranger, des patients conscients des limites de la médecine conventionnelle. Après 3 séances d'apithérapie qui ont suivi une intervention sur la cornée de mon œil droit, ça va beaucoup mieux et ma cornée a bien cicatrisé selon mon ophtalmologue. J'avais une hernie discale très douloureuse. Après 3 séances de thérapie, ça va beaucoup mieux et maintenant je peux faire mes prières quotidiennes sans problème. Après 9 séances d'apithérapie, ma glycémie s'est stabilisée. J'ai continué le traitement pour arriver à 21 séances, un traitement grâce auquel je me suis débarrassé de mon diabète. Maintenant, je suis un traitement également pour mon cancer. Après plusieurs séances, il y a une amélioration significative de mon état général. Mon fils de 5 ans, qui est diabétique, est sous insuline depuis quelques années. Aujourd'hui, il se porte beaucoup mieux après 15 séances d'apithérapie dans cette clinique, avec un taux de glycémie stabilisé. Allergique et insensible, s'abstenir puisque c'est l'abeille qui pique avec son dard sur les zones à traiter, à moins que le thérapeute ne se tourne vers des modes d'administration plus doux, comme les crèmes, les gouttes ou encore les comprimés. On prend de la profondeur à présent pour suivre les équipes de plongeurs spécialisés du CNRA, le Centre national de recherche en archéologie. Des équipes qui ont entamé des fouilles à la recherche d'éventuels vestiges susceptibles d'être valorisés et protégés. 7 sites ont été identifiés jusqu'à présent, dont celui d'El Hamdaniya de Cherchel. Reportage Amel Messaïd. Ce que vous voyez ici, ce sont les 23 canons situés dans les fonds marins de Cherchel, répertoriés par les chercheurs du CNRA. Nous sommes à Al Hamdaniya, dans la wilaya de Tipaza, là où une opération de fouille archéologique a été lancée le 29 octobre dernier par le Centre national de recherche en archéologie. Donc c'est un travail en amont qu'on est en train d'effectuer dans le cadre de la construction du grand port, du futur port de Cherchel, Hamdaniya. Donc là, on est en train de faire un travail en amont. On fait des investigations, une reconnaissance, d'un diagnostic, un géoréférencement de tous les sites archéologiques. Donc, à la fois subaquatique et terrestre. Une cartographie marine est actuellement en cours de réalisation. Une première en Algérie, mais pas que. Une deuxième équipe a été déployée sur le continent afin de recenser tout le patrimoine archéologique. Jusqu'à l'heure, 7 sites ont été identifiés. D'après la première indication et l'identification, ça doit être le premier site qu'on a vu ce matin, ça doit être une fabrique de garum, c'est-à-dire on fabrique des sauces de poisson. Et ici, on est carrément dans l'arrière-pays, on est tombé sur les restes, des vestiges d'une ferme romaine, qui se compose on a trouvé jusqu'à présent 3 contrepoids, et un bassin, un seuil d'entrée, et qui signifie que ça doit être une manufacture, fabrication d'huile, qui remonte toujours à la période romaine. Mais avec la future réalisation du port d'Al Hamdaniya, qu'adviendra-t-il du patrimoine découvert ? Donc maintenant, soit une intégration directe de ces vestiges dans le projet lui-même, comme le cas ailleurs, ça s'est déjà fait, soit de déplacer carrément, s'il y a une menace sur ces vestiges, éventuellement il y a une possibilité de déplacer dans une zone sécurisée en dehors de l'emprise du port. Il faut préparer tout le terrain et c'est-à-dire la logistique et les moyens pour transférer un éventuel transfert de ces canons-là d'un milieu marin qui sont, c'est-à-dire immergés depuis presque 3 siècles, et de les faire sortir, il faut c'est-à-dire prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver ces canons-là. L'opération de fouille et de recensement des vestiges sera sanctionnée par un rapport exhaustif qui préconisera des recommandations afin de préserver ce patrimoine ancestral. On change complètement de décor, on remonte en surface pour profiter des rayons de soleil du sud. Nous allons dans la région du Tassili Nadjer à Djanet. Notre reporter Hicham Daou nous a rapporté des images d'une rare beauté. La région est très convoitée par les touristes qui viennent des 4 coins du monde. Reportage.
Le Tassili Najer renoue avec ses intenses activités touristiques. Grâce à son aspect paysager des plus pittoresques dû à la configuration géologique de son Sahara, auquel se greffe un fabuleux patrimoine archéologique. Le Tassili reste une destination des plus prisées. Je viens d'Autriche, on a avec un groupe ici. C'est déjà la 5e fois ici, cette région de Djanet. C'est magnifique ici. Oui, c'est une très belle région, celle de Djanet bien sûr. On est là pour 2 semaines dans la région de Djanet et au Tassili, à Tadarart. Par plaisir que j'amène des amis, des relations et essayer de leur faire découvrir ce que j'estime être un des plus beaux déserts du monde. Quand là, Jerry m'a proposé, quand j'en parlais en Belgique ou en France, on m'a dit « Ah, t'es folle !» Donc un tout petit a priori, mais il m'a tellement parlé de ça que quand on a envie d'y aller et quand quelqu'un vous le présente comme ça, c'est merveilleux. Et moi je ne suis pas déçue du tout, au contraire. Notre communauté établie à l'étranger reste également attirée par le Tassili. Moi, Djanet, c'est une envoûtante, c'est une mystérieuse. Je suis là pour la découvrir et j'ai des projets. Je trouve que c'est un lieu que je n'ai jamais pensé trouver comme ça. En 3 mots, bien, ça va être, oui, époustouflant, majestueux. J'en ai pas de 3e. Voilà. Les œuvres d'art en matériaux de récupération ont le plus suscité l'intérêt des visiteurs du Salon national des miniatures et arts plastiques organisé à Oum-le-Boigui. 25 plasticiens issus de 14 wilayas y ont participé. Nesrine Ben Saïdi. Faites de pièces de rechange de voitures hors usage, transformant des objets sans valeur en œuvres d'art représentant des scènes urbaines ou reflétant le rude travail de l'agriculteur, ou même des représentations à travers des toiles peignant exclusivement le vieux bâti de la capitale des Ibans. Le salon de la miniature réunit plus de 20 wilayas et plus de 10 artistes au niveau local. Nous voulons que cet espace soit une occasion pour des échanges d'idées et d'expériences. Le salon national de la miniature constitue un véritable espace où plusieurs plasticiens ont donné libre cours à leur imagination. Ce sont de très belles œuvres, une fusion entre l'art plastique et la sculpture, un travail très minutieux. J'ai fait la connaissance de beaucoup d'artistes et j'ai aussi découvert de nouvelles méthodes de travail dans le domaine du dessin et de l'art plastique. Ce sont des œuvres d'art relatant les us et traditions algériennes. En tant qu'artiste, c'est une occasion pour moi de faire la connaissance d'autres artistes et d'échanger nos idées et techniques. 25 plasticiens issus de 14 wilayas participent à cette manifestation dédiée à la mémoire du défunt artiste plasticien Nasser Medfouni. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Vous pouvez toujours nous suivre sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.